Bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition du podcast Hypersensez-vous, un podcast pour prendre soin de vous, de votre bien-être et avoir quelques clés en fait pour réussir votre année universitaire. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie Mazière, préparatrice mentale, qui va nous donner quelques clés pour réussir l'année universitaire. Bonjour Marie. Bonjour Marjorie, bonjour à vous. Donc du coup, Marie Mazière, je suis préparatrice mentale. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à mon compte. J'ai une formation initiale pour accompagner du coup les sportifs, mais je ne travaille pas qu'avec eux. J'ai décidé que je travaillais avec l'humain, donc j'accompagne aussi des particuliers et des entrepreneurs. Mon objectif, c'est de les aider à atteindre leur objectif, mais qu'il soit de performance ou de mieux-être par le travail ou le fait de développer de nouvelles habiletés mentales. Donc il y a vraiment cette logique d'entraînement et d'où le parallèle avec les sportifs, mais on va pouvoir en parler et le voir tout le long du podcast. Très bien. Eh ben oui, on est super content de t'avoir aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup d'être venu et on est content de faire ce premier podcast. C'est une première. On va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, comme tu le sais, Hypersens, c'est une association qui vise à sensibiliser les étudiants au bien-être mental, physique et émotionnel. On accentue beaucoup sur le bien-être parce que nous, on est vraiment sur de la prévention. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir donner quelques clés aux étudiants, puisqu'on accompagne surtout des étudiants pendant leur année universitaire. Et donc ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent avoir des outils issus de différentes pratiques. Donc nous, on fait surtout des ateliers autour de la gestion du stress, autour des émotions, en fait, apprivoiser ses émotions. Et donc là, c'est vraiment d'avoir aussi ton expertise autour de la préparation mentale pour voir un petit peu, qu'est-ce qui pourrait aller piocher dans la préparation mentale. Et puis de savoir que la préparation mentale, c'est aussi une manière de se créer un peu une routine. Enfin, ça, tu nous le diras, tu nous expliqueras un petit peu. Et donc, c'est vraiment un outil, moi, je trouve important. Enfin, en tout cas, moi, si je devais rebondir un petit peu, je connais très rapidement la préparation mentale, mais je trouve que ça aide énormément. Ça permet d'avoir sa bulle. Et puis, on va se fixer pas mal d'objectifs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, du coup, de cette préparation mentale Effectivement, déjà, initialement, la préparation mentale, il y a vraiment cette préparation à. Et pour les étudiants, ça pourrait être effectivement cette préparation à une échéance ou tout simplement cette préparation à ce changement de vie, passer d'une vie de lycéen à une vie d'étudiant, ou même quand on passe de première année à deuxième année avec du coup la passation d'examens, de choses comme ça. C'est un très gros changement. Et dans la préparation mentale, il y a vraiment cette logique d'entraînement et on va chercher à développer des habiletés mentales. Okay. Comme on pourrait parler de qualité physique dans le monde du sport, dans la préparation physique, là vraiment on parle d'habileté mentale. Et l'idée c'est du coup de pouvoir pratiquer régulièrement, de pouvoir s'entraîner en vue du coup de préparer un objectif qui pourrait être là un objectif d'examen justement ou tout simplement un objectif de mieux-être pour mieux vivre du coup leur année scolaire. Très bien. La première étape finalement en tant qu'étudiant et pour du coup passer le cap de si on prend un étudiant de première année, cette appréhension de l'inconnu, finalement c'est vraiment d'accepter l'inconnu. Alors, tu vas me dire, mais accepter, mais ça veut dire quoi, accepter oui, finalement? C'est ça, parce que moi, je vois pendant mes études, c'est difficile à accepter dans le sens où on se dit, déjà, je quitte mes parents. Moi, en tout cas, dans mon cas, je quittais le nid familial, donc j'arrivais toute seule, dans une ville, notamment Paris, donc grosse ville, donc déjà un stress supplémentaire. Et ensuite, en plus, des études où là, on était un peu dans son cocon. Au lycée, on est un peu dans un cocon. Là, on arrive à la fac... c'est des grands amphithéâtres, donc accepter tout ça, ça fait un peu peur, quoi. On a peur. Oui, effectivement, on a peur et dans cette acceptation, ce que je veux dire, c'est déjà de se dire qu'en fait, si moi, en tant qu'étudiant, je ressens cette peur, c'est de se dire, en fait, elle est légitime, cette peur. D'accord. Et si moi, je la ressens, c'est aussi se dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent la ressentir, ou même il y a d'autres personnes qui l'ont ressenti. D'ailleurs, moi, en tant qu'étudiante, quand j'ai été étudiante, ce changement, je l'ai connu, et cette peur, je l'ai connue. J'imagine que toi aussi, c'est ce que tu viens de nous exprimer. Ah oui, c'est une peur un peu qui est... Alors moi je dirais elle est un peu aussi dans la nouveauté, quelque chose qui est nouveau, on sait pas, on appréhende un petit peu parce qu'on se dit voilà mince, qu'est-ce qui va se passer, et puis c'est une aventure, donc c'est normal entre guillemets d'avoir cette peur de la ressentir, mais il faut pas qu'elle soit là aussi sur le long terme, faut pas qu'elle s'exprime après, qu'elle soit handicapante entre guillemets.
et puis que ça soit pas un frein après à réussir ou en tout cas à pouvoir vivre bien son année universitaire. Ouais. Mais effectivement, là, tu as dit quelque chose de super intéressant. Dans cette façon de percevoir et d'envisager la peur, tu as parlé de l'envisager comme une aventure finalement, comme une nouvelle expérience. Et c'est ce qui va permettre justement de ne pas se laisser happer par cette peur, de ne pas se laisser tétaniser. Et c'est justement de se dire, et ça j'aime énormément le dire, vivre les choses avec curiosité. Oui. Parce que du coup, si je vis cette peur avec curiosité, du coup, alors ça ne veut pas dire attention, je ne la prends pas en considération et je la mets de côté. Oui. Mais par contre, c'est ma façon de la percevoir et de l'envisager. Si je me dis, en fait, cette peur, j'ai envie du coup de ne pas me laisser happer, de ne pas me laisser tétaniser, si finalement j'envisageais cette nouvelle expérience comme une nouvelle expérience justement et comme une aventure. C'est ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, pour avoir eu des étudiants là, depuis 2 ans sur nos ateliers, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui viennent aux ateliers parce que il y a cette notion de peur, mais aussi il y a le tabou autour de cette peur aussi de ne pas l'exprimer, donc eux, ils vont l'intérioriser et donc ça peut créer d'autres choses après par la suite. Donc c'est vrai que c'est important là d'en parler comme quelque chose où on va retourner un petit peu, on va le vivre de façon positive et pas de façon on va se dire oh là là mais j'ai pas le droit d'avoir peur ou mince, j'ai pas l'habitude d'avoir ce type de peur, qu'est-ce que je fais? Donc on se sent un peu démuni, donc là plutôt de se dire non, en fait je le vis comme une nouveauté, mais quelque chose de plus positif qui peut m'aider finalement à bien vivre les choses. Ouais. Voilà. Et puis quand on ressent une émotion, là effectivement aujourd'hui on parle de cette émotion de peur, mais quand on ressent une émotion, il y a différentes façons de la gérer, où justement on en prend conscience et on l'écoute, et c'est vers là où on veut aller nous aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des étudiants qui vont préférer la fuir, dire ok, en fait, alors même pas conscientiser en fait, pas mettre de mots sur cette peur et complètement la fuir. Là, l'idée aujourd'hui, une des premières clés aussi, c'est d'interroger cette émotion et de se dire en fait, ok, cette émotion, j'ai le droit de la ressentir. Je suis légitime de la ressentir, mais qu'est-ce qu'elle vient mettre en avant? Et finalement, se servir de toutes ces émotions, là on parle de la peur encore une fois, mais de se servir de ces émotions finalement comme un GPS, comme une boussole interne, et de se dire, ok, quel est le besoin qu'elle vient m'exprimer, cette peur? Et souvent, la peur, l'origine de la peur, c'est la perte de cadre. Et on est là-dedans, parce que finalement, on quitte la vie de lycéen, le cocon familial, on peut changer de ville. Tu nous parlais de Paris. Bien sûr. C'est un très bon souvenir après, malgré ça. Mais après, c'est vrai que oui, là, moi, je sortais. Alors, j'ai vécu pendant 2 ans en Afrique, et donc là, j'arrivais à Paris, grande ville, le métro, première fois que je prenais le métro. Donc, on a peur. On se dit, oula, j'ai atterri là. Ça n'a rien à voir avec ce que je vivais avant. Et oui, le cadre du lycée où on a des profs qui sont là, qui nous écoutent. Là, on arrive, on a 200 élèves, voire 500 élèves selon les amphithéâtres. Donc oui, on perd ce cadre qu'on connaissait. Finalement, notre zone de confort, on la quitte en fait. Oui. Donc on s'en rend pas compte, mais la peur, vient du coup nous exprimer un peu ça. Mais souviens-toi, finalement, ce changement, tu l'as déjà vécu, de ton passage à la 3e à la seconde, quand on change le collège et que justement on passe au lycée, il y a aussi cette perte de cadre et finalement... Tu as réussi à créer ce nouveau cadre et à faire en sorte de bien vivre ta seconde, ta première, ta terminale. Mais elle est moins, après, elle est peut-être moins violente, entre guillemets, parce que c'est vrai que là, pour avoir rencontré là pas mal d'étudiants, s'il y en a, il y a vraiment ce côté où il y a aussi, il n'y a pas cet accompagnement en fait. Je trouve que de la 3e à la seconde, on est quand même accompagné, on a des conseillers en orientation qui sont quand même là pour nous écouter, donc quand on exprime certaines choses, ils vont être là pour nous réorienter, mais après, là, sur la terminale, des fois, on a très peu de personnes qui vont nous aider en fait à faire ce passage-là, donc c'est vrai qu'après, on arrive, on est un peu démunis. Oui, c'est le grand saut. Eh oui, c'est le grand saut. Voilà. L'objectif, du coup, effectivement, c'est de... Donc, on a la perte de cadre, et du coup, cette émotion, elle vient juste mettre en avant qu'il faut retrouver une mise en sécurité, se recréer du cadre. Mais se recréer du cadre, pour toi, ça va être très certainement différent que pour moi, ma façon de me recréer du cadre. Et du coup, l'objectif, là, c'est que chaque étudiant ait la possibilité, à un moment donné, de prendre 5 minutes, de se poser et de dire « Ok,
en fait, qu'est-ce qui me fait peur dans ce changement de vie et de quelle façon je peux me resécuriser. Et ce qui est formidable, c'est que avec l'association Hypersens, tu leur donnes la possibilité, tu leur donnes des outils et pour qu'ils puissent finalement se sécuriser. Ils prennent les outils, ils les pratiquent, ils les vivent, ils y mettent du sens, ils se les approprient. T'as dit le mot sens, c'est exactement ça. Et du coup, ils se recréent cette mise en sécurité. Oui. Non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que nous, on veut vraiment qu'ils soient acteurs en fait. Alors, on parle de bien-être parce qu'aujourd'hui, on est sur de la prévention, nous. Et donc, le but, c'est d'aller un peu en amont et de pouvoir identifier les signes qui peuvent après mener sur soit des dépressions, soit de l'anxiété chronique. Et donc, c'est vrai que là, de parler de peur, c'est des signes en fait qui vont être un peu l'alarme interne, qui vont dire attention, là, si la peur, elle est là sur un certain nombre de temps, qu'est-ce qui va pas ? Ça veut dire que je suis en insécurité du coup. Ouais. Donc, si j'ai pas réussi à me créer ce cadre-là, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc, nous, on essaie vraiment de leur donner un max d'outils. Et après qu'ils puissent l'utiliser toute l'année. Donc là, de parler de peur, c'est ce qu'on peut aborder aussi en atelier, mais là, d'en parler aussi comme ça, librement, parce que des fois, on n'en parle pas de nos peurs, en fait, au final. Là, tu vois, j'ai reparlé d'une peur vécue entre mon changement du lycée à la fac, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas la possibilité d'exprimer ça, parce que des fois, c'est mal vu, parce qu'il y a un côté un peu vulnérable aussi, on dirait, mais si j'ai peur, ça veut dire que je suis faible, entre guillemets. Ouais. C'est ce que j'entends, moi, des étudiants. C'est ce que j'entends énormément, et c'est quelque chose qui est exprimé d'une façon, on sent bien qu'ils auraient envie d'avoir un endroit pour en parler. Donc c'est vrai que là, le podcast aussi sert à ça, pour écouter, pour dire qu'ils sont pas seuls, parce que tout le monde peut vivre des peurs. On en a vécu, nous, pendant nos études. Et donc, c'est normal, parce que oui, il y a ce manque de cadre. Et donc, il faut essayer de retrouver un peu ce cocon, se créer ce cocon à nous, pour se sentir rassuré. C'est ça. Et du coup, peut-être qu'une des premières questions aussi à se poser, c'est le fait de se poser des objectifs, de donner du sens finalement à son année scolaire, qu'on soit en première année, en deuxième année, peu importe. En tout cas, c'est de se dire, OK, quels sont mes objectifs pour cette année ? Où est-ce que je veux aller ? Dans quoi je veux mettre mon énergie ? Et du coup, une des premières étapes aussi, c'est de se dire, quels sont ces objectifs ? Quel est le sens que je veux donner à cette année scolaire ? Et du coup, en fait, ça, on prend une feuille et on note, on liste. Et il ne faut pas être focus, il ne faut pas oublier sa vie personnelle aussi. Oui, il y a la vie d'étudiant, mais du coup, OK, c'est mes objectifs pour mon cursus scolaire, mais aussi mes objectifs pour moi en tant qu'humain, parce qu'on est notre propre outil. Et finalement, leur corps, en tant qu'étudiant, c'est leur véhicule. Et du coup, il faut en prendre soin. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Mais du coup, quand tu parles là d'objectifs, est-ce que c'est pas un peu compliqué ? Alors moi, je fais un petit pont sur l'actualité qui est un peu anxiogène en ce moment. C'est vrai qu'on a du mal à se projeter. Enfin, sur même là, on se dit ok, là, je suis par exemple, je sais pas, en 3e année, je sais qu'à la fin, je vais obtenir ma licence. Mais avec tout ce qu'on entend, toute l'actualité, est-ce qu'à un moment donné, ça peut pas venir court-circuiter un peu ces objectifs qu'on a, parce qu'on avait peut-être envie de partir à l'étranger après, et on se dit non, finalement, ce sera pas possible. Enfin, dans le cadre peut-être d'aller faire un cursus à l'étranger. Est-ce qu'il y a alors je parle encore de peur, mais c'est vrai que ça peut venir après perturber les objectifs, parce que c'est vrai je repense à ça, on l'avait fait en plus lors d'un atelier de préparation mentale. C'est vrai qu'il nous disait de faire des objectifs à 5 ans. Enfin là actuellement, après à 5 ans, à 10 ans. Mais moi j'avais du mal. Je voyais des étudiants aussi avaient du mal. Et c'est vrai que le contexte, enfin en tout cas le contexte peut venir jouer là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu pourrais Alors effectivement, il y a 2 façons de rédiger ces objectifs. Pour certains, ça va être plus simple de partir là maintenant de suite et de construire les objectifs de aujourd'hui, déjà demain, et puis à 6 mois, à 1 an. Et il y en a pour qui, inversement, c'est plus facile de se dire, OK, c'est se projeter sur cette vie de rêve. Si j'avais tout, si je n'avais aucune limite, qu'est-ce que j'aimerais atteindre ? Et du coup, peut-être que cet objectif à 5 ans, il va très certainement évoluer, mais c'est déjà une base de se dire, en fait, à 5 ans, j'aimerais avoir ça, j'aimerais être cette personne. Et du coup, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois mettre en place les années avant, finalement, pour aller en ce sens-là. Voilà. Et là, les objectifs concernant la vie d'un étudiant, ça pourrait être tout simplement déjà valider sa première année. Ça pourrait être du coup
me créer les bonnes conditions pour passer mes examens. Alors ça peut être sur la préparation d'un oral. Ouais. Et donc du coup, ok, j'ai telle épreuve à la fin de l'année qui est super importante. Je sais justement que j'ai du mal à gérer mes émotions, par exemple. Et du coup, objectif à long terme, le gros oral à 1 an, et de se dire, en fait, pour atteindre cet objectif-là, je sais que j'ai besoin de travailler, par exemple, mon oral, mon éloquence face à un jury. Donc, du coup, pour ça, je sais que j'ai du mal avec mes émotions. Donc, du coup, il faut que j'apprenne à être plus serein. Et ça, ces petits objectifs, ils vont se caler justement dans le temps. Il y a vraiment dans la préparation mentale, encore une fois, il y a vraiment cette logique d'entraînement. Oui. On n'a rien sans rien. Et c'est pas parce que je vais faire un exercice un jour que ça va changer mon année. Et c'est super important, ça, de l'intégrer et de se dire, ok, il vaut mieux faire un petit peu tout le temps, plutôt qu'une fois, beaucoup. Je suis bien d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à se dire, tiens, je vais faire ça, ça va arriver en one shot, je vais y arriver. Et finalement, si on prend le truc en gros et on se dit, mais en fait, c'est énorme. Et en fait, finalement, là, tu conseilles plutôt de décortiquer un petit peu. Je fixe un premier objectif et qu'est-ce que je peux atteindre pour que ce soit des petites victoires, finalement. Oui. Et avec des petites victoires, déjà, on se rassure un peu plus. Et la peur qu'on avait peut-être par rapport à l'immensité de la chose, on se dit, finalement, là, j'arrive un peu plus à me dire, tiens, là, j'ai réussi, là aussi. Et puis, à la fin, finalement, je réussis mon gros objectif, mais en ayant décortiqué, en ayant fixé de micros objectifs à l'intérieur. Exactement. Sur la fixation d'objectifs, il y a vraiment en fait ce qu'on appelle effectivement l'objectif à long terme, à moyen terme et à court terme. Ouais. Et en fait, moyen terme et court terme, c'est toujours pour atteindre cet objectif, le plus gros objectif. Il y a un exercice que j'adore faire avec mes coachés. Je commence souvent mes accompagnements avec cet exercice, c'est la vie de rêve. Et du coup, c'est... finalement, si tu n'avais zéro limite, zéro limite intellectuelle, zéro limite physique, zéro limite en termes de savoir, ce que tu veux, vraiment tout est possible, tu as l'argent, tout l'argent que tu veux, comment serait ta vie dans ce cadre-là ? Et ça paraît complètement lunaire dit comme ça, mais justement, quand on ne se limite pas, qu'on se laisse un petit peu rêver, il y a des choses qui sortent. Okay. Et finalement, jusqu'à présent, j'ai encore personne qui m'a dit j'aimerais aller sur la Lune. Ça reste des projets finalement qui sont super palpables. Ouais. Et ça donne une direction. Et de là, on peut se dire, ok, en fait, dans ta vie de rêve, ta vie de rêve, tu m'as listé ça, ça, ça. Aujourd'hui, et la deuxième étape, c'est aujourd'hui finalement, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers cette vie de rêve ? Et du coup, c'est là où on peut voir les petites limites qu'il peuvent y avoir en termes, les étudiants, ça pourrait être, pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de plus d'assurance et j'ai besoin de créer telle relation avec telle synergie avec telle personne. Et ça, c'est encore difficile pour moi. Et donc, du coup, c'est de dire, OK, du coup, c'est là maintenant qu'il faut que tu le travailles parce que ton objectif à long terme, il est là. OK. Ça, c'est bien. Et ça, non, tu m'as dit, ça va pas frustrer. Au contraire, plus on va s'enlever les limites, plus, au contraire, on va se dire, tiens, je suis capable, en fait, je vais peut-être être capable et je me mets plus de... Ouais, j'enlève toutes les barrières, finalement. Ouais, il y a... en fait, comme je l'ai dit au début, j'aime bien de se dire de vivre les choses avec curiosité. Ouais. Et en fait, de se servir, il va forcément y avoir des moments compliqués pendant l'année scolaire, mais au lieu de se laisser tétaniser par ces moments, essayer de prendre du recul, de se dire « Ok, là, il s'est passé ça. Là, j'ai eu un 6 sur 20 à mon examen, alors qu'en fait, j'aurais aimé avoir bien plus. Il fallait, par exemple, que j'ai un 12 pour valider mon UE. » Et en fait, de se dire « Ok, en fait, là, il s'est passé là. Factuellement, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Sur quoi je peux devenir acteur ? Sur quoi je peux agir pour... au lieu d'avoir 6 à mon prochain examen, augmenter. Et peut-être que si je suis en difficulté, peut-être que je vais passer à 10 sur 20. Ouais. Et mon objectif est d'arriver à 12. Mais mon objectif d'arriver à 12, il est quand ? Il est demain, il est dans 6 mois. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut contextualiser. Ok. D'accord, oui, c'est de ne pas rester sur un échec en se disant, moi, je suis un peu dans mon côté négatif, j'ai eu 6, donc c'est fini, je ne vais plus y arriver. C'est au contraire se focaliser en disant, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir mieux, en fait ? Donc vraiment aller de l'avant et ok. Elle est importante de vivre cette émotion-là. Si on reprend cet exemple du coup de mauvaise note, bien évidemment que quand on va voir la mauvaise note sur la feuille, il va y avoir
un flot d'émotions en nous. Et en fait, ces émotions-là, il faut qu'ils les vivent. C'est important de les vivre et de se dire, ok, en fait, je suis en colère, je suis déçue, je suis triste. Mais ok, du coup, comment je les transforme, ces émotions ? Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce qu'en fait, je décide d'impulser autre chose ? Et quand je décide d'impulser autre chose, c'est ok, je veux quoi maintenant ? Mais est-ce qu'un objectif de dire passer de 6 sur 20 à 19 sur 20, est-ce que c'est réellement faisable ? Est-ce que c'est pas un objectif trop difficile ? Est-ce que le step, c'est pas plutôt de se dire, en fait, j'ai 6, peut-être que déjà passer à 10 sur 20, le gap, il est énorme. Et de se dire, ok, pour passer à 10 sur 20, peut-être que ma façon de m'organiser sur mes révisions, peut-être qu'il faut que je l'adapte différemment. Comment je me crée cette zone dans laquelle je vais devenir plus performant, mais moi, par rapport à mes notes à moi, pas par rapport aux autres. C'est ma performance par rapport à moi. C'est ça, et là je fais le parallèle avec le côté sportif, parce que toi aussi, du coup, tu travailles, en tout cas dans ta pratique, tu fais de la préparation mentale pour les sportifs. C'est un sportif, finalement, quand il va se fixer un objectif pour une compétition, au début, ça paraît quelque chose de très grand. Il peut, au début, effectivement, échouer, mais le vivre différemment, c'est-à-dire se dire, ok, là, j'ai échoué, mais qu'est-ce que je vais faire, par exemple, pour aller me qualifier pour les JO, pour un championnat du monde ? C'est finalement, là, j'ai pas réussi, je devais atteindre telle performance. Et en fait, je vais travailler dessus pour pouvoir me mettre en condition pour arriver, du coup, à ce résultat que je voulais et que j'ai pas atteint tout de suite. Voilà. On peut faire le parallèle un peu avec ce côté-là. C'est ça. Il y a à chaque fois... en ce moment, par exemple, j'ai une jeune adolescente qui fait du patinage. Elle m'a écrit la semaine dernière pour me dire je suis frustrée parce que du coup, j'arrive pas à cette figure. Et je lui ai dit, est-ce que tu as fait un point avec ton entraîneur ? Est-ce que ton entraîneur a pu te dire justement sur quel point, lui, dans la technicité finalement, sur quel point tu bloquais ? Elle m'a dit oui. Et du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que tu mets en place ? En fait... Là, je vais le travailler au travers de la visualisation, et on va en venir sur cet outil, c'est intéressant, travers de la visualisation du coup, et même en prenant de référence un autre sportif qui du coup est en réussite sur le mouvement qu'elle voulait, et donc du coup se travaille aussi par la vidéo. Ça aussi, ça peut fonctionner, du coup, la visualisation. Alors, je veux bien en savoir un peu plus. Je connais un petit peu, parce qu'on en fait un petit peu aussi via la sophrologie. Comment ça fonctionne et quand on peut le mettre en place aussi, pour savoir un petit peu, à quel moment, un étudiant se dit, tiens, je vais faire un peu de visualisation, peut-être sur, là, j'ai un partiel important, du coup, comment je me mets dans ce bain où, ça y est, je sais que je vais avoir une bonne note et je me mets en tête que j'ai une bonne note. Comment ça fonctionne, du coup Alors, la première étape, du coup, c'est de se dire déjà qu'on est dans une logique d'entraînement. Plus je vais m'entraîner à l'exercice de visualisation, plus je vais devenir précis et plus il va y avoir des effets bénéfiques sur ma confiance en moi. Ça va diminuer mon niveau de stress. Mais si je le fais qu'une fois, ça va pas forcément être efficace. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le one shot, ça fonctionne pas. Au contraire, il faut créer une routine. Et là, ça fonctionne avec beaucoup plus d'effets, en fait. C'est ça. Il y a une étude qui avait été faite, du coup, en 2008, et qui, en fait, met en avant, donc c'est une étude qui a été faite sur les sportifs, ils ont étudié, du coup, les sphères, les zones cérébrales qui s'illuminaient dans le cerveau quand un sportif imaginait, visualisait un mouvement, ou alors quand il était réellement en train de réaliser le mouvement. Donc en fait, on a une première ligne où on a du coup les trois schémas, les orientations différentes du cerveau, avec du coup les zones qui s'illuminent. Une deuxième ligne où on a le sportif qui réalise un mouvement. Et la troisième ligne, les deux zones sont superposées. Et en fait, on se rend compte que quand on est en train d'imaginer un mouvement ou quand on est en train de le réaliser, en fait, pratiquement les mêmes zones cérébrales s'illuminent. Et donc du coup, ça veut dire, et c'est là où c'est super intéressant, cet outil de visualisation, ça veut dire qu'en fait, le cerveau ne va pas faire en totalité la distinction entre si cet étudiant il est en train de se projeter, en train de réussir son examen, son oral, ou s'il est réellement devant sa feuille. Et du coup, ça veut dire que ça, par anticipation, il peut s'entraîner à se mettre dans ce contexte-là d'examen qui est souvent source de stress, les épreuves. Et du coup, ça peut être
de prendre le temps, ça peut être juste avant de s'endormir, de prendre en fait 5 minutes, de faire 3 grandes respirations, parce que du coup, quand on fait 3 grandes respirations, on envoie ce message du coup au corps que en fait là on rentre dans un état là, un petit peu de relaxation, à un moment on se coupe un petit peu de ce niveau d'activation. Et du coup, ça va être juste fermer les yeux. Alors ça peut être là comme on est, en position... on teste, parce assise. Faut vraiment se mettre en condition. Donc tu me dis donc là on se met comme ça et on ferme les yeux du coup. C'est ça, là tu peux juste te mettre les deux pieds ancrés au sol, tu peux poser tes mains sur tes cuisses. Et du coup là déjà, c'est tu prends 3 grandes respirations, t'inspires et t'expires. Et ça tu le fais 3 fois. Là, on sent déjà la détente, en fait. Déjà, le corps, il dit, on se détend. OK. Et une fois que tu as fait ça, du coup, ça peut être... tu peux t'imaginer, du coup, dans un amphi, avec ta feuille. Il y a très certainement d'autres étudiants autour de toi. Alors là, tu me replonges dans mes années de fac. C'est très bien, ouais. Et du coup, cette fameuse feuille... Et en fait, tu peux te visualiser du coup en train de remplir cette feuille. Alors, je ne sais pas quel sujet tu choisis, quelle épreuve tu es. Mais le droit, je crois. Le droit, okay. Ouais. Du coup, épreuve de droit. Et donc là, ça peut être juste de te projeter cette fameuse épreuve de droit. Et en fait, tu te vois écrire sur la feuille. Tu te perçois en étant confiante, en étant sereine. Il n'y a pas le problème de la feuille blanche là, t'écris. Et peut-être que tu peux arriver à ressentir des sensations, un petit peu de confiance, cette espèce des fois d'énergie qu'on peut ressentir dans le corps, peut-être des picotements. Je surtout un gros code civil juste à côté de moi. Ouais. Mais en tout cas, venir y mettre des sensations positives, de la visualisation de réussite. L'imagerie mentale, je te laisserai ouvrir les yeux. Je pourrais rester. Ça fait du bien en fait. Si on se rend pas compte, mais en fait faire des pauses comme ça et même là d'être dans la visualisation, ça fait du bien au mental. Et ça fait du bien. C'est pour ça que là j'étais bien. J'étais une petite bulle en fait. Tu m'as aidé à créer un peu une petite bulle. Là. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a cette notion un petit peu de bulle, de se créer du coup un moment. Alors généralement, on essaie de le faire dans un endroit où c'est calme pour se couper des distractions, parce que quand on n'a jamais pratiqué la visualisation, on peut avoir tendance à se laisser happer par une personne qui parle, par une personne qui passe à côté de nous. Donc l'idée déjà, c'est de pouvoir pratiquer cet exercice quand on est à la maison, tranquillou. Et pareil, et au bon moment. Est-ce que quand on est en pleine révision, que du coup on a le cerveau en ébullition, des pensées, qu'on est un petit peu agité, ça va pas être forcément le bon moment à ce moment-là. C'est pour ça souvent je dis là où ça va être le plus facile, ça peut être le soir, avant de se coucher, de se dire en fait, là je me pose, je fais mes 3 respirations et en fait je vais me projeter dans cette situation d'oral. Mais du coup, c'est que des images positives. Attention, pas de négatif. S'il y a du négatif qui vient, on arrête l'exercice. Ok, on arrête du coup. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup si on a tendance à le faire de temps en temps et que ça revient en négatif? Est-ce qu'il y a possibilité de voir quelqu'un, de se faire accompagner peut-être? Effectivement, l'idée, ça peut être intéressant, en tout cas pour les premières fois, de se faire accompagner au moins une fois pour voir un petit peu régler les différents paramètres finalement. Pour s'approprier un petit peu cet outil et pouvoir le faire en autonomie après, à la maison. L'idée, c'est vraiment de se projeter et ça peut même aider de se voir dans une posture confiante quand on est en train de se projeter, par exemple, sur un oral face à un jury. Ça pourrait être, je me projette, les pieds ancrés au sol, une posture droite, parce que ça, finalement, c'est un peu aussi la posture du conquérant aussi. C'est ça, en fait, j'y vais, je suis pleine d'énergie et en fait, ça va bien se passer. Et vraiment de s'imaginer en train d'être maîtrisant sur son sujet, en fait, de parler et peut-être d'arriver à avoir des sourires sur les visages des jurys et en fait de se voir sortir de la salle vraiment avec en fait, je l'ai fait, j'étais maîtrisant et là, on envoie des messages super positifs du coup à son cerveau et de se dire le jour J, en fait, quand je vais aller passer cet oral, quand je vais aller passer cette épreuve,
En fait, là, ici, à l'intérieur, c'est comme si je l'avais vécu plein de fois déjà. Et parce que j'ai conditionné finalement mon état, en fait. C'est-à-dire, je me suis pas focalisée sur j'ai peur d'échouer ou non, j'ai donné tout positif en fait maximum pour se dire en fait je vais réussir et pas je vais avoir du mal. Peut-être que j'ai mal révisé aussi, parce que c'est ça qu'on entend des fois. Il y en a qui se disent mais en fait j'ai l'impression de tout avoir aussi, mais j'arrive devant, j'ai le syndrome effectivement de la feuille blanche. Alors que si là je suis sûre, là je me mets dans ce contexte de visualisation. En fait, au final, au contraire, non, je vais avoir l'habitude de me mettre dans cette condition-là et je vais avoir plus de chances de réussir. Oui. Okay. L'outil de visualisation, il est super impactant et j'aime bien raconter cette anecdote. Quand je me suis blessée, je me suis fait opérer des ligaments croisés. J'ai été faire ma rééducation au CERS et j'avais rencontré un sportif qui aurait dû finir paralysé. Et en fait, il a été du coup hospitalisé pendant des mois et alité pendant des mois. Et en fait, il avait dit au corps médical et à sa famille, de 2 heures à 3 heures, pendant 1 heure, je ne veux personne dans ma chambre. Et en fait, pendant cette heure-là, il s'entraînait mentalement, il se projetait en train de réaliser sa séance de musculation, il se projetait en train de marcher à nouveau. Et quand moi je l'ai rencontré au CERS, et c'est un témoignage qu'on a eu tous les deux, quand je l'ai rencontré au CERS, il marchait, il avait des béquilles. Wow. Et parce qu'en fait, il a fait tout ce travail où vraiment il s'est projeté et ça lui a permis de récupérer plus rapidement. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en fait, on a toutes les clés en soi, en fait. On a toutes les barrières et toutes les clés en soi. C'est vrai que la visualisation, ça nous aide beaucoup. Mais moi aussi, pour aimer le sport, c'était Kevin Mayer aussi qui... il avait une grosse blessure et pareil, on lui avait dit mais tu pourras pas reprendre les prochaines compètes. Et en fait, il avait travaillé aussi sur vraiment l'aspect positif, mais il s'était projeté sur le fait de réussir en fait sa prochaine compétition. Et il l'a fait alors qu'il venait quand même de loin. On lui a dit mais en fait là, il va falloir rester au repos pendant un moment. Et c'est fou de savoir à quel point là... Le fait de se mettre en condition, de pouvoir vraiment lancer des signaux positifs en fait au corps, au cerveau par rapport à ce qu'on va faire. C'est fou comme après ça se réalise en fait au final. C'est ça. Et en parlant de signaux positifs, il y a tout aussi ce travail sur le discours interne positif. On va avoir tendance, quand on... Et moi, la première, quand j'étais étudiante et que j'avais des mauvaises notes, je remettais tout en question. Non, même c'est pareil. Je remettais mon existence en question. Je me disais, ah là là, mais t'es nulle. Et puis le regard aussi, on veut pas décevoir la famille. Et donc, du coup, il y a vraiment tout ça. Et en fait, par rapport à ça, il y avait ce fameux discours qui devenait ce discours interne négatif. Et ça, en fait, c'est comment le remplacer. Aussi, ça peut être une bille, un outil de se dire, OK, j'ai tendance à répéter toujours ce genre de phrases, de les lister et de se dire comment ces phrases, finalement, je peux les rendre positives. Un « je suis nulle », par exemple, ça pourrait devenir « je fais toujours de mon mieux ». Oui, oui. Voilà. On a tendance, mais c'est exactement les mots qu'on se dit, mais même les étudiants qu'on rencontre, nous, c'est « je suis nulle, je vais pas y arriver ». On entend beaucoup, en fait, on a tendance à se dénigrer, mais parce qu'on va tout de suite, on va se focaliser sur le négatif, donc une mauvaise note. Je sais pas, on n'a pas réussi quelque chose qu'on s'était fixé, tout de suite on va avoir tendance à se dire mais en fait je suis nulle. Alors que si on a un discours plus positif, il y avait une citation comme ça où on disait en fait quand tu changes un peu ton discours intérieur, les choses autour de toi vont changer en fait. Donc si je mets que des choses négatives, effectivement je vais attirer entre guillemets le négatif et voir si je me suis dit déjà en tête je vais pas réussir, effectivement ça va être que le résultat de ma pensée au final. Oui. Donc oui. On se crée effectivement, on se crée dans le fameux je vais pas y arriver. Du coup inconsciemment on va créer plein de choses qui vont venir valider du coup cette pensée. C'est ça. Oui. Non mais c'est vrai que je crois qu'on l'a tous été, malheureusement, on est conditionné un peu comme ça, mais si on change, c'est-à-dire qu'on peut être acteur de ce changement-là en se disant, ok, je vais plutôt, un peu comme une fleur qu'on arrose, il faut l'arroser, voilà, plutôt avec du positif, du coup, pas avec des choses négatives. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais il y avait une étude là-dessus, alors c'est plus sur les mots. Avec les grains de riz. Oui, c'est ça, les grains de riz. Mais ça, je trouvais ça fascinant, parce que finalement, alors, il y avait d'un côté le grain de riz où on lui disait plein de choses négatives, finalement, le grain de riz pourrissait et est en train de moisir. Et l'autre, on lui disait plein de mots positifs, finalement, il restait tel quel. Donc en fait, finalement, la puissance des mots aussi, puis du discours qu'on va avoir envers soi. Effectivement. Voilà. Et cette étude de base part sur cet effet c'était du riz avec de l'eau. C'était ça. Et qu'en fait, le corps est composé à 70% d'eau. Et donc, du coup, ça vient de là, l'étude. Et ça veut dire que si nous-mêmes, on se renvoie des choses positives,
Et ben oui. Et ben du coup, pareil, on pourrit pas de l'intérieur. C'est Finalement, ça. on fleurit. C'est ça. Voilà. Non, mais ouais, c'est fou ça, mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai que pour la plupart des étudiants qui vont nous écouter, c'est vrai que c'est les discours qu'on s'approprie et il faut pas, entre guillemets, rester dans ce mood-là. Il faut plutôt se dire, OK, je vais commencer à changer pour que les choses autour de moi changent et puis que je puisse réussir. Parce que c'est vraiment l'objectif aussi, nous, de l'association, mais aussi de ce podcast-là, c'est de donner des clés pour réussir ces études. Et d'être acteur. Et d'être acteur, surtout ça, c'est pas l'oublier. Être acteur. Donc là, on a vu la visualisation. Donc après, est-ce que tu as d'autres outils ou comment du coup pérenniser aussi un petit peu finalement tous ces changements autour de l'année, des nouveautés de l'année. Donc là, on a parlé de la visualisation. On a parlé effectivement au tout début des peurs. Donc finalement, là, on évolue. Donc on est parti du négatif finalement. Là, on évolue. Ça y est, on va dans le positif. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place encore y a, dans les exercices de respiration, l'exercice que j'aimerais partager aujourd'hui, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Alors le but, on va pas définir... faire un podcast sur la cohérence cardiaque, mais le petit exercice souvent qu'on retrouve, ça prend 5 minutes. Ah, ça c'est bien. Ça prend juste 5 minutes. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une inspiration et une expiration égales. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Inspire. Et expire. Et ça, en fait, c'est de le faire pendant 5 minutes. Donc, il y a juste un minuteur à lancer de 5 minutes. Et dans sa tête, on peut compter sur l'inspiration. Ça fait... etc. Et donc ça, pendant 5 minutes. Ouais. OK. Et... en fait, ça, c'est énormément les pilotes de chasse qui l'utilisent. En fait, on s'est rendu compte, si on prend, quand on regarde sur un écran d'hôpital l'électrocardiogramme, souvent c'est en dents de scie, c'est comme ça. Et en fait, avec la cohérence cardiaque, on s'est rendu compte du coup que si on respectait ce cycle de 5 secondes d'inspi, 5 secondes d'expi, en fait, on avait vraiment une courbe sinusoïdale qui était vraiment régulière. Et en fait... il est prouvé du coup que si on fait ces 5 minutes 3 fois par jour, en gros, c'est bien de le faire, mais pour les étudiants, à minima, ça peut être bien de le faire le matin avant de partir à l'école, à la fac, et le soir, quand on rentre à la maison, le midi, suivant si on mange, ça peut être un petit peu plus compliqué. Enfin, je peux entendre que ça soit plus compliqué, mais si c'est possible, à faire 3 fois par jour. Et en fait, on s'est rendu compte que si on prenait ces 5 minutes, ça avait des effets positifs les 4 heures qui suivent. Ok, donc du coup, c'est au niveau du stress, ça va faire descendre du coup un petit peu. Exactement. Ok, d'accord. Ça va. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on respirait mal, du coup. Eh oui, non, mais ça, en sophrologie, parce qu'on fait aussi des ateliers de sophrologie. Donc ça, voilà, on a beaucoup d'exercices autour de la respiration. Mais c'est vrai que la plupart des étudiants, quand ils commencent à faire les exercices, ils disent « en fait, j'y arrive pas ». Et en fait, c'est vrai, on apprend pas du coup. Alors normalement, c'est quelque chose qui est naturel, mais finalement, on a tendance à respirer assez haut et on reste assez bloqué en fait. Et le stress, justement, va nous pousser souvent, parce qu'on dit on va avoir une respiration haute. Et du coup, c'est là où c'est un peu le siège des émotions, hein, quand on est un petit peu angoissé, qu'on ressent des émotions un petit peu cette espèce de boule. C'est ça. Ça va être là, Et en fait, là, c'est quand je fais cet exercice, cette fameuse, et donc du coup, tu parlais de en sophro, du coup, c'est vraiment d'avoir cette respiration complète qui part du ventre, qui remonte ici au niveau de la cage et ici au niveau des épaules. Et donc du coup, ici, on vient solliciter vraiment toute l'amplitude de nos poumons. Et donc, effectivement, ça a des effets positifs sur le stress. Ah non, on est convaincus de toute façon, mais après, c'est vraiment une question de routine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste le faire une fois et se dire, ça y est, ça va fonctionner. C'est plus on va le faire, voilà, c'est toujours, on va un peu avoir ce côté routine. Plus on va habituer le corps, plus ça va fonctionner. Et puis, à un moment donné, quand il y aura des moments un peu plus complexes, en fait, le corps aura déjà eu l'habitude, donc ça sera automatique, entre guillemets. C'est ça. Parfois, ça peut être compliqué parce que c'est plein de nouveaux changements qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre vie. C'est ça. Moi, la première, quand je décide d'instaurer quelque chose de nouveau dans mon quotidien, en fait, je me mets des rappels, des alarmes. On a tous un téléphone portable maintenant, et c'est de se dire, en fait, le téléphone qui sonne et qui dit juste cohérence cardiaque. Là, je sais qu'il faut que je prenne mes 5 minutes pour me poser et faire mon exercice. Ok, donc ça aussi, donc 5 minutes.
3 fois par jour si on peut, Ouais, dans l'idéal, pour avoir quand même un repos. Et en même temps, ça me permet aussi, je crois que ça doit avoir aussi des bienfaits sur la concentration, sur la gestion du stress du coup, mais les Totalement, émotions. puisque du coup, tout est bien oxygéné. Eh ben oui, c'est ça. D'accord. Donc on a quand même pas mal de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place finalement assez facilement dans la journée. Enfin, si c'est que 5 minutes. Moi, je sais que des fois, il y a des routines que j'aime bien mettre. Alors, on dit que les routines, je crois que ça prend 21 jours, voire 30 jours, le temps de se mettre vraiment en place. Mais c'est vrai que le mettre à un moment où on est particulièrement peut-être un peu plus attentif, donc soit le matin ou soit en fin de journée, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, c'est plutôt le matin, plutôt du matin, mais ouais. C'est ça, c'est de la connaissance de soi. Il y en a qui vont préférer, qui sont plus productifs le matin, d'autres plutôt l'après-midi. Ouais. Et donc, en fonction de ces moments, on s'adapte. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup Marie pour du coup cette première édition de notre podcast Hypersensez-vous. Merci d'avoir donné quelques clés que les étudiants vont pouvoir reproduire au quotidien et mettre en place une routine et devenir surtout acteurs de leur bien-être. C'était vraiment l'objectif aussi de ce premier podcast. Donc merci beaucoup d'être venus. Et on espère vous retrouver sur les prochaines éditions. Nous, c'était vraiment une joie de vous partager ces astuces-là et de pouvoir vous aider dans votre quotidien d'étudiant. Merci beaucoup. Merci aussi également de m'avoir conviée pour ce premier podcast. Et puis pour les petits messages pour les étudiants, n'oubliez pas du coup que malgré les moments difficiles que vous allez rencontrer pendant l'année, vivez-les avec de la curiosité et vivez-les surtout comme une opportunité et comme des expériences de vous améliorer. Donc soyez acteurs de votre changement. Merci beaucoup.